Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Stéphanie Bertina-Minel. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte diplômée de l'École d'architecture de Versailles et à la tête de votre agence Bertina-Minel Architecture. Vous êtes aussi présidente d'une association. Vous allez nous en parler plus longuement tout à l'heure. Vous arrivez au micro de Comme d'Archi de manière atypique puisque vous avez répondu la première à un message que j'ai diffusé il y a 2 jours sur Instagram offrant la possibilité à la première agence qui me répondrait d'intervenir dans l'émission. Sorte de cadeau de Noël, manière de donner un potentiel de visibilité à tout type d'agence ayant déjà réalisé. N'avons-nous pas besoin d'être solidaires par les temps qui courent ? Dans tous les cas, sachez Stéphanie que vous étiez déjà dans mes potentielles cibles d'interview car j'apprécie vos projets. Vous intervenez à toutes les échelles, mais il apparaît, si je ne me trompe, que votre activité porte aujourd'hui surtout sur la rénovation d'appartements, de maisons, avec des extensions, des bureaux. Vous vous décrivez comme attentive aux environnements collectifs comme aux individus, avec un intérêt pour toutes les échelles de projets et une approche sur mesure. Alors commençons par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Vos études? Déjà, un grand merci Anne-Charlotte de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous pour ce podcast Comme d'Archi. Avec grand plaisir. Donc mon parcours, j'ai toujours en fait voulu être architecte, un petit peu bizarrement finalement, parce que personne autour de moi n'est architecte ou n'a fait de l'architecture. Et j'ai retrouvé récemment une rédaction de CE2 où j'écrivais que je voulais faire comme métier architecte pour construire des maisons. Donc il y a cette espèce de vocation qui m'a suivie depuis l'enfance, assez étonnamment. Quand j'y repense, je me dis que j'ai baigné un petit peu dans un univers à la fois créatif, du côté maternel, puisque ma mère est artiste, peintre, sculptrice, et du côté paternel, dans un univers un petit peu d'entrepreneuriat et de bâtiment, puisque mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient ouvriers dans le bâtiment, fumistes, dans la fumisterie. Voilà, c'est un petit peu comme ça, la rencontre de l'univers créatif et de l'univers très cartésien qui a guidé mon envie d'architecture. La fumisterie, pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer ce que c'est? La fumisterie, donc, il installait des radiateurs, des systèmes de chauffage dans Paris. Voilà, à l'époque, c'était des émigrés italiens qui ont pris le marché de la fumisterie il y a quelques années dans Paris. Ouais. D'accord. Ensuite, donc, ce parcours s'est prolongé un petit peu naturellement, puisque je suis arrivée donc, après un bac scientifique à l'École d'architecture de Versailles, où j'ai fait des études assez passionnantes, mais finalement complètement déconnectées de la réalité, du métier, de ce que je peux exercer aujourd'hui. J'ai eu la chance pendant mes études de rater en fait une partie du projet, ce que j'ai vécu à l'époque comme une injustice, qui m'a fait en fait aller voir le directeur de l'école, qui était Nicolas Michelin, pour entre guillemets me plaindre, ou en tout cas lui faire relever cette injustice. Oui. Et en allant le voir, il m'a proposé de faire un stage, puisque j'avais du temps devant moi. Donc, il m'a proposé d'intégrer son agence. À l'époque, ils étaient 10 personnes, une dizaine. Donc, c'était encore une petite taille. Je me suis rendu compte, en fait, sur place, que je ne savais absolument rien faire après 2 ans d'architecture, puisque j'étais en 2e année. Et je me souviens très bien de Nicolas Michelin qui, depuis, a dû tout à fait m'oublier, mais qui me disait « faut vraiment dans ton métier que tu apprennes à être précise ». Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Et aujourd'hui encore, j'y repense en me disant « il faut que je sois précise dans mes projets, dans mon chantier, dans ma relation client ». Ça a été vraiment une phrase qui m'est restée depuis beaucoup d'années. Donc, à la sortie de l'école d'archi,
c'était le plein emploi. Il y avait une période totalement faste. Vous étiez moins en revendication à la sortie de l'école d'archi? Oui, enfin, j'ai toujours été passionnée dans ce que je fais. Donc, c'est vrai Très que... entière. Voilà, Oui. très entière. Peut-être pas revendicative, mais très Oui. passionnée. Oui. Donc, en sortant de l'école, j'ai intégré tout de suite une agence, donc Calque Architecture, qui à l'époque était à Vaucresson. C'est une agence qui, depuis, a beaucoup grandi. J'ai fait quelques mois là-bas. Et puis, je suis passée chez Philippe Chiambaretta à Paris, où là également, c'était à l'époque pas non plus une très grosse agence. On était une dizaine. Il y avait une ambiance vraiment de faste, entre guillemets. Enfin, tout était merveilleux. On découvrait l'architecture. On faisait des gros projets. C'était vraiment une période d'insouciance et de rencontres avec certains architectes qui, depuis, sont devenus des amis et qui me guident encore aujourd'hui. Donc, ça a forgé, si on peut dire, mon métier. Après 2 ans et demi chez Chiambaretta, il y a eu la crise. Donc, ça devait être en 2009 ou 2008. Et ça a été l'occasion pour moi de rebondir et de quitter l'agence pour entamer une nouvelle vie professionnelle. Ça m'a permis de me développer autrement. Et puis peut-être que j'avais fait le tour de ce que j'avais à faire dans cette agence. Ouais. Oui, Ouais. j'avais... Eu le temps de vous confronter aux grands projets, à vous imprégner des méthodes? Oui et non. Non? Oui, effectivement, parce qu'en fait, effectivement, on travaillait sur des très, très gros projets qui, aujourd'hui, ne me servent pas du tout. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté l'agence Chiambaretta, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas faire ou que je faisais à grande échelle, alors que j'allais travailler sur une échelle peut-être plus petite, en tout cas différente. Mhm. Et du coup, vous êtes rapidement mise à votre compte après? Oui, donc en fait, à cette époque-là, j'ai croisé une personne que je connaissais qui m'a demandé si je connaissais un architecte qui pouvait lui faire un relevé d'appartement, donc juste prendre des mesures. Et je me suis tournée vers un collègue en lui disant « Tu connais pas quelqu'un qui pourrait faire ça ?» Cet ami recherche un architecte pour lui faire. Et le collègue m'a dit « Mais pourquoi tu le fais pas ?» Et je me suis rendu compte, en fait, ça a été comme une révélation. Je me suis dit « Mais c'est vrai que je fais des permis de 10 000 m² pour des millions d'euros en quelques mois, avec des enjeux énormes, et je ne sais pas faire un relevé d'appartement, quoi. Il y a quand même un problème. » Donc, je me suis lancée un peu comme ça, avec cette prise de conscience que finalement, l'architecture, ce n'était pas que des gros projets, ce n'était pas que brasser des millions d'euros, que ça pouvait être aussi intervenir chez les gens pour répondre à un besoin finalement assez basique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire assez simple. Donc, je me suis lancée un peu comme ça. J'ai fait une formation de création d'entreprise d'abord, assez rapide, mais qui m'a ouvert les yeux sur d'autres métiers, justement, parce qu'on n'était pas que entre architectes. Et à ce moment-là, j'ai démarré. Et au bout de 2 ans à peu près, je me suis rendu compte de la masse de choses qu'on devait gérer en étant à son compte. C'est-à-dire à la fois, alors c'est pas propre à l'architecture, mais à la fois la prospection, l'administratif, la gestion, le développement d'agence. Le métier en lui-même, c'est-à-dire le suivi architectural, le suivi de chantier, la relation entreprise, enfin voilà. Donc, la connaissance des matériaux, voilà. La connaissance du droit. Oui, les responsabilités, etc. Donc, j'ai appris un petit peu sur le tas finalement, alors que j'avais quand même fait 6 ans d'études et 2 ans et demi, 3 ans de salariat. J'ai tout redémarré à zéro parce qu'en fait, ce qu'on faisait dans la grande agence n'était pas du tout applicable à l'échelle que j'avais décidé de travailler à cette époque-là. Et vous estimez que vous avez mis combien de temps vraiment à solidifier votre activité ? En fait, au bout de ces 2 ans, je me suis posée et je me suis dit, c'est pas possible. En fait, j'ai pris conscience que déjà, on ne peut pas se faire ce métier seul. Même quand on est seul, on a besoin de se regrouper. Et également, j'ai pris conscience qu'il y avait des enjeux qui nous dépassaient, nous, architectes, à la fois les enjeux numériques, les enjeux environnementaux, et qu'on devait apporter une réponse collective à ces enjeux. C'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre le collectif Architectes et Particuliers, donc, qui est un laboratoire d'idées et un collectif d'architectes. Actuellement, on est une 60aine. À l'époque, c'était un peu moins. Et ça m'a permis en fait de me repositionner dans mon métier, de reprendre confiance dans mes capacités, dans nos capacités à chacun, et d'échanger, de faire des retours d'expérience, de progresser ensemble et de travailler avec une méthode très spécifique aux particuliers, qui n'est pas du tout celle qu'on nous apprend à l'école, encore moins celle qu'on pratique dans les grandes agences, puisque en fait, je me suis rendu compte que certains architectes qui font du public
ne savent pas rénover leur propre appartement et se retrouvent, entre guillemets, en galère quand il s'agit de faire une chape ou faire du placo. Enfin, ils n'ont jamais vu ça. En fait, ils délèguent le chantier beaucoup, malheureusement. Pas tous, mais c'est vrai que c'est un autre savoir-faire, donc qu'il faut valoriser et qu'il faut apprendre à travailler de cette manière-là. Alors, Stéphanie, on en arrive quasiment à aujourd'hui. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Alors, je ne dirais pas que j'ai accompli, parce que l'accomplissement, pour moi, c'est arriver à une fin, et je pense que j'en suis qu'au début. Et puis également, ce que j'avais en tête en sortant de l'école, en fait, j'avais aucune idée du métier, donc je ne dirais pas que j'ai accompli. En tout cas, j'ai la chance de faire un métier que j'aime et qui me passionne tous les jours. Donc, en ce sens-là, je suis en cours d'accomplissement. Alors, d'ailleurs, je recommande à nos auditeurs d'aller vous suivre sur Instagram parce que vous êtes ultra dynamique et on apprend des choses et c'est fort intéressant. Et les métamorphoses que vous faites dans ces rénovations d'habitat sont étonnantes et très séduisantes. Merci. Donc, on a là parlé de votre parcours professionnel mais aussi personnel. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets ? Quels seraient votre ou vos projets emblématiques ? Et pouvez-vous justifier ce choix ? Pour ma part, j'ai un faible pour le triplex Ampère, doux, chaleureux, très lumineux, très tendance, avec une dominante de blanc bois et d'un très joli bleu. J'aimerais aussi que vous me parliez de cette relation client que vous avez évoquée tout à l'heure. Je pense que c'est très important. Voilà. C'est vrai que c'est difficile de synthétiser mes projets. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que chaque projet est une rencontre et chaque projet, en fait, est sur mesure et spécifique. En tout cas, je travaille actuellement à 100% pour les particuliers. Donc, c'est vraiment un choix que j'ai fait et que je revendique. Chaque projet, en fait, c'est une rencontre. Et je pourrais citer 2 projets principaux. Parmi tant d'autres, pour moi, il n'y a pas de petits projets, de grands projets, puisque chaque client mérite la même attention et le même engagement de notre part sur son habitat, puisqu'on travaille quand même sur le quotidien des gens. Donc, ce sont des particuliers qui mettent parfois des économies de toute leur vie et qui méritent qu'on apporte toute l'attention pour leur habitat, que ce soit en appartement ou en extension ou en maison. Je pourrais citer 2 rencontres. Alors, la première, c'est en 2011. En fait, j'avais été contactée, donc je n'avais pas construit, pas fait grand-chose. J'ai été contactée par un footballeur qui voulait refaire sa maison et il m'a contactée pour aller chez lui. Donc, il m'avait trouvée sur Internet un peu par hasard. Et je suis arrivée, il voulait refaire une maison en région parisienne. Et il me dit, est-ce que vous pouvez donc me faire les plans, me faire une esquisse, combien de temps ça prend, etc. Donc, je lui dis, bah oui, mais d'abord, je vais faire un contrat, parce que on se rend compte, mais je ne vais pas prendre des mesures tout de suite, il faut d'abord un contrat, il faut asseoir le projet. Il me dit, mais je ne comprends pas, j'ai vu d'autres architectes, ils me font le truc tout de suite, ils me font le truc gratuitement. Je lui dis, bah écoutez, très bien, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et je me suis dit en partant, bon, bah c'est mort, jamais je ferai ce projet, mais tant pis, au moins, je ne vais pas travailler gratuitement. Et en fait, quelques semaines après, il m'a rappelé en me disant, bah, en fait, j'ai envie de travailler avec vous, vous avez été cash, vous avez été franche. Et la relation de confiance s'est installée un petit peu comme ça. Et il m'a donné aussi confiance en ce qu'on pouvait apporter en tant qu'architecte, en n'allant pas forcément dans le sens du client, en étant toujours juste sur ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, mais en étant sûr de là où on va. De là où on va et de là où on vient aussi, parce qu'on a quand même des études, une formation. Donc voilà, d'asseoir un petit peu le projet. Sur le triplex aussi, c'est une belle histoire de rencontre, puisque à la base, les clients m'avaient contacté pour une visite conseil pour un bien qu'ils voulaient acheter, donc un hôtel particulier dans Paris. Et je suis arrivée sur place et en fait, c'était un bien magnifique, des millions d'euros, mais qui ne correspondait pas du tout à leurs besoins, puisque c'était une famille et je leur ai dit, vous ne pouvez pas acheter ça. Les chambres font 7 mètres carrés, alors ok, il y a des super espaces, il y a des super séjours et tout, mais ce n'est pas ce que vous recherchez. Ce n'est pas votre besoin de famille finalement avec 2 enfants. Et puis surtout, il y avait des mètres carrés cachés en fait qui étaient pas déclarés dans la vente. Donc il y avait un vrai problème. Et c'est à partir de là aussi que la relation de confiance s'est installée et qu'ils ont finalement trouvé le triplex, l'appartement en triplex, et qu'ils m'ont ensuite confié la mission. Mais il y a toujours en fait une petite partie de déception presque, en tout cas où effectivement ils avaient fait leur promesse d'achat sur ce bien, ils voulaient partir là-dessus, puis finalement l'architecte arrive et dit non, c'est peut-être pas
Enfin, je vous des conseils et du coup, c'est à partir de là que la confiance, elle se tisse tout au long du projet. Elle n'est jamais acquise, mais c'est comme ça que commence à... Oui, au départ, vous avez toujours été droite dans vos bottes et du coup, Oui, ça vous a permis d'avancer dans ces commandes, enfin d'obtenir la commande et d'avancer dans les projets. oui. Mm. Et l'accès à la commande, en fait, ça vient assez naturellement, je dirais. C'est après le plus dur, c'est la gestion de la commande, puisque effectivement, il y a toute la relation client, puisqu'on touche à l'intime des gens. On pose des questions très intimes, que ce soit dans leur manière de cuisiner, dans leur manière de se laver. Enfin, on rentre vraiment dans la cellule familiale, que ce soit pour une maison ou une extension. À partir du moment où on parle d'habitat, on est vraiment dans quelque chose d'intime. Donc, il y a un juste milieu à trouver entre la rigueur du professionnel et l'empathie aussi qu'on doit avoir pour les clients particuliers. Et finalement, ils se sont réorientés sur un autre bien. Ils ont annulé leur offre sur l'hôtel Oui. particulier et quelques mois après, ils se sont orientés vers cet autre bien Oui. qui correspondait plus. Enfin, en tout cas, il y avait matière à faire quelque chose. Et c'était une construction de quelle époque ? Alors, c'est un petit peu un mixte entre une époque haussmannienne en partie basse et au-dessus, ça avait été restructuré plusieurs fois parce que ça avait eu une période où c'était des bureaux. Donc, une volumétrie hybride. Oui, assez hybride, oui. Ouais. C'est ça qui ressort un petit peu du projet aussi parce qu'il y a une ancienne cage d'escalier qui est intégrée dans le projet. C'est vrai que la première étape, donc après la visite conseil, ça a été vraiment... Donc il y avait une très bonne base, mais ça a été de faire entrer la lumière dans l'appartement. Parce que c'est un appartement donc, sur 3 étages, bien évidemment, mais qui était entièrement cloisonné. Il y avait une double orientation, mais peu de circulation de la lumière. Donc il y a eu en fait tout un travail effectivement de décloisonnement, de travail en volume sur l'espace, en créant en fait des nouvelles vues qui n'existaient pas. Donc à travers des verrières, à travers des garde-corps, à travers l'ouverture de la trémie qui auparavant était cloisonnée, qui permet d'avoir des usages dans des pièces différentes en communiquant. Donc beaucoup plus fluide. Après, c'est vrai qu'on a travaillé par plateau sur ce projet, assez logiquement, finalement, en créant un espace enfant avec une salle de jeu au milieu, un espace parents séparé. Et l'avantage, c'est que les espaces sont assez flexibles, puisqu'ils peuvent se les approprier de manière évolutive avec le temps, pour ne pas créer des espaces non plus qui, dans 1 an, ou dans 2 ans, dans 3 ans, leurs enfants vont grandir, ils auront d'autres besoins. Oui, des espaces obsolètes. Voilà, ne pas créer d'espaces obsolètes, c'est toujours ce qu'on essaye de faire pour que l'appartement, le bien, la maison vivent avec ses occupants et traversent le temps aussi avec ses occupants. Mais il faut déjà de l'espace pour ça. Pas forcément, parce que c'est vrai que des fois j'interviens dans des toutes petites surfaces où en fait on recrée une chambre qui va pouvoir se décloisonner, par exemple en se disant, là récemment je suis intervenue sur un appartement entièrement rénové de manière écologique où en fait ils voulaient créer une chambre mais pouvoir l'enlever. Donc on a créé une cloison où on a passé aucune électricité, on a fait en sorte qu'elle puisse être démontable dans quelques années pour quand leurs enfants vont quitter l'appartement. Donc on arrive tout à fait à créer des lieux qui sont modulables avec le temps et à voir un petit peu sur le long terme sans non plus fixer un projet de vie, c'est-à-dire que on n'est pas là en train de dire vous allez vivre ici pendant 50 ans. Non, on se dit aussi si vous revendez, ce sera appropriable par quelqu'un d'autre sans qu'il casse tout non plus. Et sans parler d'esthétique, parce que bon, après, les goûts, les couleurs, il y en a qui peuvent aimer ou pas. Mais on crée des espaces assez intemporels pour qu'ils puissent traverser le temps et ne pas répondre à une mode actuelle qui deviendrait obsolète dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Du coup, c'est peut-être ça, la contemporanéité aujourd'hui, c'est d'absorber le changement, le mouvement. On essaye, oui. On essaye effectivement de manière assez naturelle finalement. Et de par notre formation aussi d'architecte, d'absorber le temps, de faire vieillir nos projets avec le temps de manière positive. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus agréable quand je reviens dans un ancien projet 10 ans après, de voir qu'en fait ça a bien vieilli et que même ça a été vendu et que les nouveaux occupants se sont réappropriés, finalement en changeant peu de choses souvent. Donc c'est vrai que j'ai d'anciens clients qui m'ont repris sur un nouveau projet 10 ans après. Et donc j'ai eu contact avec la personne qui a racheté leur appartement qui m'a dit c'est vraiment super, il n'y a rien à faire. Donc je me suis dit là j'ai réussi quelque chose. Le projet en fait même à petite échelle se transmet et c'est vraiment un plaisir.
Souvent, je dis il faudrait absolument lier l'usage et l'appropriation du projet et que les architectes parlent de leur projet après, dans la phase d'appropriation. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez. Ouais. Et C'est vrai, après, c'est très délicat parce qu'on touche à l'intime. Donc, c'est vrai que certains projets, je ne communique pas dessus pour des raisons d'intimité où les clients ne veulent pas forcément. Voilà. Mais c'est vrai que je pourrais effectivement plus parler de cette partie-là qui est passionnante en fait, parce que on a traversé peut-être 6 mois, 1 an avec ses clients, et quand on coupe le cordon, entre guillemets, quand on redonne les clés aux clients, il y a toujours une espèce de satisfaction et aussi l'envie de savoir comment ils vont occuper le lieu et comment ça va se passer au niveau des usages. Donc c'est vrai que c'est toujours plaisant de les recontacter, d'avoir un retour quelques années après ou quelques mois après, pour échanger et puis progresser aussi sur ce qu'on a fait dans les projets d'avant. Voilà, de voir ce qui a marché et ce qui a peut-être moins marché. Oui. Parce qu'on apprend toute la vie. Tout le temps, oui. Et dans les choix des matériaux, justement, parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée et qui font totalement confiance et qui cherchent, sans qu'on les sollicite, à avoir un résultat. Et il y en a d'autres qui sont très partie prenante. Je sais que certains archis d'intérieur ou des architectes qui font de l'architecture intérieure comme vous, n'aiment pas toujours aller dans le sens du client et préfèrent mener de bout en bout un projet. Vous, j'ai l'impression que vous êtes très accompagnante. Oui, je pense, en fait, je ne fais pas le projet pour moi, puisque c'est pour les clients. Donc, c'est à chaque fois les particuliers qui valident ou qui décident au final. Par contre, je n'hésite pas à dire quand quelque chose ne me plaît pas. Oui. C'est-à-dire, en général, je propose des matériaux. D'ailleurs, je vais plutôt dans le sens de matériaux éco-responsables, en essayant toujours d'amener le client vers quelque chose de plus... auquel il n'aurait pas pensé ou auquel l'architecte va apporter quelque chose vraiment de différent. Mais c'est toujours le client qui décide. Après, quand certains clients veulent choisir, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas là pour mettre ma patte architecturale. Je suis là pour répondre vraiment à leurs besoins. Et c'est à partir du moment où on est là pour répondre et qu'on a une certaine rigueur qu'on peut se permettre un petit peu de créativité. C'est comme ça que je le conçois. Oui, puis je pense que l'échange peut être fertile. Oui, aussi. C'est vrai que souvent, ils viennent, parfois, en tout cas, on vient me voir, on me dit on a trouvé cette couleur ou ce matériau, et puis je vais dire en fait, oui, mais vous pourriez trouver ça qui est mieux. Et donc il y a un échange qui se crée, il y a une confiance aussi. Et en général, quand l'architecte déconseille quelque chose, c'est rare que mes clients partent quand même dans cette voie. Est-ce que vous disposez d'une équipe ? J'ai une dessinatrice qui travaille avec moi depuis un peu plus d'1 an. Et puis aussi, j'ai l'équipe d'entreprises, qui sont indépendantes, bien évidemment, puisque l'architecte est indépendant de l'entreprise. Mais je trouve que quand on va chez un client pour répondre à un besoin, on ne peut pas le laisser sans partenaire par la suite. Donc, je travaille régulièrement avec les mêmes entreprises que je recommande. Le client, encore une fois, a le choix de partir avec ces entreprises ou pas. C'est lui qui contracte en direct avec les entreprises. Mais je considère qu'on fait partie d'une équipe, c'est-à-dire qu'on répond ensemble à la problématique posée par le client. Et puis, il y a un échange. C'est vrai que dès la conception, je sais le prix que va me faire telle entreprise ou telle autre entreprise. Je sais le planning, je sais dans quel délai ils vont pouvoir réaliser. Donc, il y a vraiment un échange. Ce n'est pas l'architecte qui impose, qui dit on va faire comme ci, et puis il faut que ce soit fini à telle date. Non, en fait, on échange tout au long du projet. Il y a des phases très, très... régulières qui permettent de concevoir le projet et d'arriver finalement en phase chantier assez sereinement. Et justement, c'est un espace-temps. Vous avez un temps pour le chantier. Vous arrivez à l'évaluer assez facilement et j'imagine en partenariat avec l'entreprise. En fait, donc moi, tout projet commence d'abord par une visite conseil, donc juste avec le client, bien évidemment. Une visite conseil qui est toujours rémunérée. Ensuite, j'ai une phase de conception, donc dans laquelle on rêvasse un peu, on va dire. On rêve, on fait de l'architecture, on va faire plusieurs plans, on va faire des trucs on va répondre à l'ensemble des besoins et des souhaits du client. À partir de là, je le préchiffre, on va dire, avec la marge d'erreur qui peut arriver. Et là, souvent, c'est un peu la douche froide. Oui, on ne va pas pouvoir tout faire avec le budget qui était imparti, mais le client va arbitrer ce qu'il souhaite faire ou pas. À la fin de cette phase conception, on arrive à un projet qui correspond au besoin qui a été exprimé à la visite conseil. Donc, il y a un lien entre les étapes.
Et on passe à la phase technique. Donc cette phase technique qui va être le choix des matériaux, le descriptif, enfin assez classiquement, les plans électriques, enfin tout ce qui touche à la technique. Et je fais intervenir à cette partie-là les entreprises pour effectivement évaluer le délai des travaux, chiffrer ce que je ne sais pas chiffrer parce qu'il y a des choses dont je ne connais pas les prix. Et puis, à cette phase-là, on connaît le délai de réalisation des travaux. Ensuite, au début de la phase suivi de chantier, le client signe le marché de travaux. Et en général, il n'y a pas trop de dépassement de délai ou de budget, puisque tout a été défini dans des étapes très carrées qui permettent en fait d'arriver totalement serein et puis apaisé en phase chantier. Est-ce que vous avez déjà rencontré, en désossant un existant, des problèmes de poutres rongées ou au niveau de la structure Oui, c'est vrai que en fait, comme je travaille à 100% dans l'existant, les surprises, c'est toujours, il y en a toujours, systématiquement, et dans Paris encore plus. Donc oui, après, on sait les gérer. On travaille en temps masqué sur d'autres choses. Ça peut allonger un petit peu le délai, mais on les rattrape après. Il peut y avoir des autorisations de copro ou des choses qui doivent être reprises par la copropriété, puisque ça touche à la structure quand on est dans des copropriétés. Mais on arrive toujours en fait à rebondir. À partir du moment où on sait qu'il y aura des surprises, en fait, on les anticipe. Ou en tout cas, le stress que peuvent avoir les clients, on ne le répercute pas sur l'entreprise. On fait tampon en fait pour gérer les éventuelles surprises. D'accord. Puisqu'il y en a de toute façon tout le temps. Bon. Quelles sont vos références en aménagement intérieur ? J'imagine que vous avez vos créateurs de prédilection. Oui, j'ai des goûts assez éclectiques en fait de par les voyages que j'ai pu faire, de par culturellement les origines qui se sont mélangées dans mes familles. Donc je dirais que j'ai pas vraiment une référence type, mais j'aime bien mélanger et j'arrive souvent chez les clients sans avoir d'a priori. C'est-à-dire je vais pas leur dire on va faire un truc vintage ou on va faire un truc, je sais pas. Enfin c'est vraiment eux qui. Enfin, le projet se fait vraiment avec les clients et en échangeant au fur et à mesure. Vous êtes l'architecte idéal pour les clients qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment les concrétiser, les réaliser ? Oui et non. Enfin, j'ai aussi mes idées. Oui. J'ai aussi mes idées, mais je les impose pas. En fait, on arrive un petit peu comme des méthodes de management, quoi, où en fait on va créer ensemble. Enfin, on va arriver peut-être à mon idée, mais en y intégrant les choses que les clients aiment, quoi. Voilà. Ouais. Donc, d'ailleurs, j'ai vu passer. Vous aviez publié une story il y a pas longtemps d'un ancien appartement avec une cuisine assez sombre et un escalier. Vous voyez ce que c'est ? Oui. Et quelle a été cette histoire avec le client ? Oui, ça a été un projet vraiment très difficile. De tout point de vue. En fait, c'est un projet qui a 3 ans, donc j'ai pris 3 ans avant de communiquer sur ce projet. De communiquer rapidement en story, effectivement, puisqu'il y a eu ça a été un combat, en fait, à la fois avec la copro, avec l'architecte de copro qui n'était pas favorable, enfin, qui voulait le projet, en fait. Donc, des fois, même entre architectes, il peut y avoir des conflits. Voilà, c'est un projet qui a nécessité beaucoup de demandes, puisqu'on a eu des renforcements structurels, on a créé des mezzanines, mais qui finalement valait le coup. Donc c'est vrai que... Il est très beau en tout cas, ce que Merci. j'ai perçu, oui. Merci. C'est un très beau projet. Merci. C'est vrai qu'il y a des projets qui se font assez facilement, où on est dans des relations vraiment de confiance installées et totalement fluides, et d'autres projets qui nécessitent un engagement peut-être plus combatif. Comme ce projet-là, où on était dans un environnement très défavorable, on va dire. Ouais. Et le client vous a accompagné jusqu'au bout ? Oui. Oui. Donc finalement, ça s'est bien terminé. Finalement, ça s'est bien terminé, mais l'environnement, c'était pas tant le client que la copropriété, le délai, un tas de facteurs qui ont fait, les voisins, enfin un tas de facteurs qui ont un petit peu pourri l'ambiance, si je peux dire. Alors, en ce moment, comment le Covid agit sur votre activité ? Est-ce que ça l'a ralenti, comme le disent beaucoup d'architectes ? En fait, de mon côté, j'ai jamais autant travaillé que maintenant. En fait, il y a eu une prise de conscience des particuliers au moment du premier confinement. Ils se sont rendus compte que l'habitat, enfin la cellule dans laquelle on habite, où on est quotidiennement, c'est important. Il ne faut pas la laisser de côté. Donc, à la sortie du premier confinement, il y a eu des clients ou des prospects qui m'ont appelé un petit peu
à l'aide, en fait, en urgence. Venez nous aider parce que vraiment, là, on n'en peut plus de chez nous. On a besoin d'une pièce en plus, on a besoin de restructurer, on a besoin de repenser, d'étendre. Enfin, on a besoin de vous, quoi. Donc, il y a eu vraiment, et je trouve que l'architecte, là, il a vraiment une place à prendre parce qu'il y a un besoin des particuliers, et de l'ensemble des personnes, de repenser leur espace intérieur. Ouais, pour y apporter une qualité de vie plus importante. Oui, donc c'est vrai que j'ai jamais eu autant de demandes que maintenant. Bravo. Et alors, cette association, parlez-nous de... Alors, Architectes et particuliers, donc on est une association qui regroupe une 60aine d'architectes. C'est né en fait du constat que les architectes qui travaillent pour le particulier sont souvent seuls. C'est souvent des monostructures qui sont dans leur coin. On n'apprend pas le métier, comme je le disais, on ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas dans les grandes agences qu'on a pu faire entre-temps. Et on débarque en fait tout seul chez nous pour faire du projet. Et là, c'est un petit peu la catastrophe. Donc, on s'est rassemblés. Ça a été créé à la base par Odile Veillon et Pierrick Malenfant qui se sont rassemblés et qui ont créé ce collectif d'architectes et particuliers. Donc aujourd'hui, je suis présidente de l'association. On se réunit régulièrement, actuellement en visioconférence. On est dans toute la France. Et l'idée, c'est à la fois un travail auprès des particuliers, donc de rendre visible le métier d'architecte, d'apprendre, parce que souvent les gens se disent un architecte, ça coûte cher, un architecte, ça fait des musées, des hôpitaux. Pourquoi chez moi, je ferais appel à un architecte? Donc un peu casser ces a priori, donc en allant vers les particuliers. On fait par exemple des salons, puisqu'on a fait à plusieurs architectes le salon Faire construire sa maison plusieurs années. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'architecte au salon Faire construire sa maison. Donc c'est quand même assez fou de dire c'est comme un salon sur la dentition sans dentiste. Donc voilà, c'est un petit peu l'objet de l'association. Et aussi, on partage entre architectes, donc on se booste parce que la concurrence, elle est saine, elle est positive. On se tire vers le haut, à la fois en termes de méthode, on échange sur nos méthodes, on crée du contenu, puisqu'on crée des fiches qui nous aident à nous professionnaliser, à répondre aux clients, à échanger. Voilà, donc il y a toute une partie pour les architectes où c'est du retour d'expérience et du partage, de la solidarité, et une partie envers les particuliers où c'est de la visibilité et de la promotion du métier d'architecte. Et je ne sais pas si vous connaissez sur Facebook ce groupe qui s'appelle la laideur de l'architecture contemporaine. Et où on lit tout ce qu'on peut trouver sur des sites où avec les gens en toute candeur se lâchent. Et c'est vrai que quand on lit ça, je trouve que c'est important de s'y confronter parce que ça peut apporter et il n'y a pas de mépris du tout à avoir et au contraire, ça peut être très instructif. Ceci dit, je crois qu'on avait déjà échangé via les réseaux sociaux sur la question. Comment on peut réconcilier le grand public avec l'architecte parce qu'il a une vision quand même très négative. Alors, je ne connais pas ce forum. Je vais aller de ce pas regarder en sortant la laideur de l'architecture. Je pense qu'en fait, il y a un travail, déjà nous, sur le long terme, en tant qu'architecte, de faire notre métier de la manière la plus professionnelle qui soit. Après, je pense que peut-être qu'on aurait besoin effectivement d'une visibilité peut-être au-dessus, qui nous dépasse, de dire que effectivement un particulier peut prendre un architecte pour faire un appartement, pour faire une maison, pour faire quelque chose, même une petite extension. C'est le seul professionnel, l'architecte, qui sera indépendant, qui sera à jour de sa formation, qui aura son assurance, qui sera déontologiquement transparent. Donc ça, c'est hyper important de le rappeler aux particuliers et aussi de rappeler qu'un architecte, ça ne coûte pas forcément cher, puisque les visites conseils, ça va commencer dans les 100-120 euros. Donc, à partir de 100-120 euros, on peut économiser des millions d'euros. C'est quand même pas négligeable avant un achat ou avant des travaux, éviter une bêtise. Donc, n'hésitez pas à appeler un architecte autour de vous. Donc, nous, c'est un petit peu le message qu'on fait passer à travers l'association. De se rapprocher finalement de tout à chacun. Oui. Et d'avoir une approche, on va dire, démocratique. Oui, démocratique. Il y a pas, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de petite architecture, il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de micro-commandes, comme on peut entendre. Et aussi, au sein des architectes, j'ai envie aussi de dire, n'ayez pas honte, en fait, de faire du particulier. Parce que souvent, on croise même des architectes qui peuvent avoir un certain âge et qui nous disent « Oh, je fais des concours, je fais ceci, je fais cela ». Mais quand on leur dit « Mais comment vous gagnez votre vie, en fait ?» Parce que les concours, je fais un petit peu de particulier, mais à côté. Donc, c'est presque une honte, en fait, faut pas le dire. Comme si c'était juste de l'alimentaire, oui. C'était pas digne de... Oui.
Alors qu'en fait, on a beaucoup à apporter et c'est aussi une commande, on peut en vivre, on peut être architecte, vivre de cette commande à 100% et être bien dans son métier. Alors justement, vous êtes les mains complètement dedans, puisqu'on vous a beaucoup sollicité pendant le Covid et pendant cette période, on a parlé et reparlé du monde d'après. Lors de la dernière émission, je m'exprimais un petit peu là-dessus en échangeant avec Anne Speicher en disant qu'il me semblait que ce monde d'après, il fallait d'abord considérer le socle et de savoir d'où on venait. De quelle manière exprimeriez-vous justement une avancée dans ce monde d'après ? Vous qui touchez à l'intimité des gens. Moi, ce que j'espère, en tout cas, je ne peux pas imaginer le monde d'après, mais je l'espère en tout cas plus respectueux de l'environnement. Et en architecture, je pense vraiment qu'il faudrait que les gens apprennent, ou en tout cas pensent à consommer local. C'est-à-dire comme on consomme local pour son alimentation ou pour plein de produits, en architecture aussi, on peut consommer local. Déjà en prenant un architecte local. Moi, je ne me déplace pas à plus de 30 minutes de chez moi en transport en commun, et puis aussi dans la fabrication du projet, donc être sensible aux matériaux qui n'ont pas traversé toute la planète pour venir poser un carrelage, enfin prendre des choses, prendre des produits, choisir de privilégier les filières courtes en mettant en avant des nouveaux modes de fonctionnement. Les normes vous freinent ? Pas trop, je dirais que c'est plutôt le budget qui freine. Souvent, mais on arrive justement à arbitrer en essayant toujours de pousser les particuliers à aller plus loin dans cette démarche environnementale. Enfin, il y a des particuliers qui le demandent à prime abord, en fait. Certains sont vraiment sensibles à ça, et d'autres qui n'y pensent pas forcément, mais quand on leur propose, sont tout à fait réceptifs. D'accord. Et dans la dépose de l'existant, vous arrivez à inscrire ça dans des cycles de recyclage, justement ? Oui, on essaye. Ouais. On essaye surtout de récupérer le maximum de choses. Par exemple, sur le triplex, il y a beaucoup d'éléments qu'on a pu récupérer, les radiateurs, le parquet, certains faux plafonds, qu'on a choisi de réintégrer dans le projet pour en fait ne pas jeter. Parce que quand on travaille dans l'existant, on ne fait pas table rase de l'existant. Au contraire, on compose avec l'histoire du lieu pour créer quelque chose de contemporain. Et ce ne sont pas deux mondes qui s'opposent. Donc on essaye toujours effectivement de recycler à l'intérieur du projet quand on ne peut pas de le faire dans des filières de recyclage ou de réemploi. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Alors je leur dirais, sans donner de leçons, parce que je serais pas la mieux placée, mais de conseils, je dirais de sortir de l'école un petit peu, de voir un petit peu dans les agences comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on construit aussi, pas que les grosses agences, aussi les agences de taille plus petites, puisque toutes les commandes se valent, il n'y a pas une commande qui prévaut par rapport à une autre. Et je dirais aussi de sortir un petit peu de l'architecture, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup appris, moi, au contact d'autres professions, puisque j'ai partagé très vite des locaux dans des coworking ou dans d'autres espaces, qui m'ont permis d'être confrontée aussi à d'autres méthodes, peut-être des méthodes de communication, des méthodes commerciales, des méthodes de marketing qu'on n'aborde absolument pas en architecture. Et en tout cas, à mon époque, en études d'architecture, on n'avait aucune notion d'un business plan, d'une étude de marché, en fait tout ce qui sert à démarrer en fait après son activité quand on veut se mettre à son compte. Donc je leur dirais oui de sortir. Alors avec le Covid c'est un peu compliqué de sortir, mais on peut sortir à travers des conférences, à travers des webinaires, à travers plein d'opportunités qui sont offertes actuellement pour explorer d'autres horizons aussi que l'architecture, puisqu'on se nourrit aussi des autres professions. D'accord. Un mot de la fin ? Je dirais un grand merci à Anne-Charlotte. Je vous en prie, c'était avec grand plaisir. Je pense que c'est un point de vue enrichissant dans l'émission et encore nouveau, enfin en tout cas dans l'espace comme d'Archi. Donc merci beaucoup. Merci. À très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archi. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite.
Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.